Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue. L'Afrique est un des marchés qui connaît la plus forte croissance au monde grâce à son économie en expansion ses nombreux secteurs industriels et sa population jeune. L'agriculture, les télécommunications, les services bancaires, les infrastructures ainsi que le pétrole et le gaz font partie des industries qui enregistrent la croissance la plus rapide. Bien que les perspectives de croissance justement du continent dans son ensemble soient impressionnantes, la situation varie selon les pays et les secteurs. Au Gabon, par exemple, on le sait, ce n'est pas un secret, l'industrialisation locale pose problème. Dans notre dernier numéro d'Écho de l'Écho, nous avons planté le décor en parlant de la stratégie à mettre en place pour dynamiser ce secteur-là. Mais beaucoup reste à dire, raison pour laquelle nous sommes de retour sur ce plateau donc avec Patrice Assoumou. Je rappelle que vous êtes ingénieur financier expert en restructuration d'entreprise. Bienvenue encore une fois. Merci. Alors avec vous, nous abordons l'acte 2 de notre thématique une industrie locale au Gabon efficace, un enjeu actuel. Et donc, nous n'allons pas faire appel à la voix, chère belle voix. Vous êtes avec nous depuis le tome ou l'acte 1 de ce numéro ou de cette thématique. Nous allons donc juste poursuivre notre entretien, Monsieur Patrice Assoumou, peut-être en rappelant très rapidement, vraiment très rapidement, même si on le sait déjà un peu, surtout vous, si vous avez suivi le premier numéro de cette thématique, nous rappeler l'enjeu aujourd'hui de l'industrialisation locale pour les pays africains qui visent une véritable croissance économique. Alors merci Madame Ocom pour cette deuxième invitation et qui va nous permettre donc d'approfondir cette thématique sur l'industrialisation. Alors les enjeux de l'industrialisation sont simples. Aujourd'hui, on parle de pays développés. Et il y a un terme qui va avec les pays développés, c'est industrie. En général, lorsqu'on parle de pays industrialisés, on va dire que ces pays-là sont des pays développés. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a un lien étroit, il y a une forte corrélation entre l'industrialisation et le développement. Il est difficile, voire impossible, d'atteindre un niveau de développement sans passer par l'industrialisation. Et là, on est toujours vraiment dans le rappel de ce qui s'est dit dans notre précédent numéro. L'industrialisation, justement, cette industrie gabonaise a du mal à prendre. Qu'est-ce qui pose problème dans notre pays? Alors, ce qui pose problème dans notre pays, c'est principalement, on va dire, une volonté politique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la majorité des pays qui ont commencé comme nous, pendant les années 60, on a par exemple la Corée du Sud dernièrement. Revenons même plus proche de nous, prenons l'exemple du Maroc ou encore de la Côte d'Ivoire, des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous en termes de développement aujourd'hui. Alors on va remarquer que ces pays, dès le lendemain des indépendances, ont marqué une rupture totale avec l'héritage économique, l'héritage du modèle économique qu'ils avaient reçu de la colonisation. Et cette rupture consistait à mettre fin à une économie de rente, une économie basée uniquement sur l'exploitation des matières premières pour s'orienter vers l'industrialisation. Et à partir de là, on a eu des pays, donc des États, qui ont mis en place une politique de développement axée sur l'industrialisation. Alors, le problème aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le développer? C'est parce que derrière, on n'a pas une volonté politique. Parce que c'est de cette volonté politique que l'on mettra en place une ossature, une colonne vertébrale, pour ensuite grever tous les pans de l'économie autour de cette colonne vertébrale. C'est comme un corps humain. Vous voyez? Donc, on va venir greffer toutes les activités économiques autour du concept ou du projet d'industrialisation du Gabon. Donc, ce qui pose problème au Gabon, c'est d'une part cette volonté politique. Alors, cette volonté politique devrait par la suite se matérialiser par la mise en place d'infrastructures qui permettront aux entreprises alors donc de réaliser des investissements industriels, bien sûr. Donc là, on comprend tout de suite. Et là, maintenant, on rentre dans notre acte 2. On comprend qu'il y a des acteurs clés qui interviennent dans l'industrialisation. Si vous nous parlez de volonté politique, on comprend qu'il y a l'État. Et si vous nous parlez d'entreprise, donc il y a le secteur privé également. C'est tout.
Affirmatif. Bon, ce n'est pas tout, oui. En fait, il y a l'État et les secteurs privés avec tous ces démembrements. Tiens. OK. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Comment on ressent l'impact d'un État qui véritablement a cerné, a compris les enjeux de dynamiser l'industrie locale et comment est-ce que cela se matérialise concrètement dans son économie? Très bien. Comme on le dit souvent, on ne va pas réinventer la roue et on va prendre des exemples de ceux qui ont réussi dans ce secteur, dans ce domaine. Tout à l'heure, on a pris l'exemple, on a parlé de la Corée du Sud. La Corée du Sud, après les années 45-50, était sortie de la guerre, des différentes guerres. Et à partir de là, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce marasme économique, de ces difficultés? Alors, l'État, et là quand on parle d'État, c'est bien de redéfinir l'État comme étant cette institution qui a reçu délégation de pouvoir de la population pour agir en son nom. À partir de ce moment, donc, l'État, avec la volonté de développer la Corée du Sud, a mis en place différentes institutions. Premier facteur de développement, c'est l'humain. On ne peut pas avoir de développement sans l'humain. Alors, ils ont pris des Coréens, ils les ont envoyés un peu dans les universités un peu partout dans le monde, aux États-Unis particulièrement, et ensuite, ils ont fait revenir ceux qu'ils avaient envoyés en formation dans différents pays. Ils les ont ramenés en Corée du Sud, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des instituts. Ces instituts-là, qui ont maintenant mis en place des politiques de développement sur la base de plans quinquennaux. Donc, c'est des politiques à exécution successive, de 5 ans, progressivement, qui touchaient tous les plans. Ils ont identifié les secteurs dans lesquels ils pourraient réaliser des investissements, des secteurs dans lesquels ils avaient des avantages comparatifs. Ils ont ciblé les secteurs de haute technologie. Et après avoir ciblé les secteurs de haute technologie, ils ont construit un soubassement local, des industries locales, articulées autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les Shibboleths. Aujourd'hui, vous avez par exemple chez vous des télévisions LG, vous avez la marque Samsung, vous avez des voitures coréennes de marque Kia, vous avez les marques Huawei. Donc, ils ont mis en place des champions locaux pour porter le projet d'industrialisation de la Corée. Conséquence, 60 ans plus tard, la Corée qui est dans la même situation que nous, aujourd'hui, il y a un grand gap, il y a un grand écart entre eux et nous. Ils sont un pays quasiment développé et nous sommes toujours dans la même situation qu'on a connue. Descendons encore un peu plus. Au niveau du Maroc, même chose. Ils ont mis en place un plan de développement. Ils ont articulé autour de la croissance industrielle. Alors, ce que le Maroc a fait, c'est qu'ils ont, pareil, identifié des secteurs dans lesquels ils avaient des avantages comparatifs. Ils ont misé sur l'agriculture, sur différents secteurs. Et à partir de là, pareil, pour développer l'industrie, ils ont mis en place une politique où ils prenaient 33% minimum de participation dans les activités, dans les entreprises industrielles. Donc, on a eu donc à partir de ce moment un grand, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir, il y a un grand écart entre on va dire, le Maroc et nous. Ça veut dire que pendant qu'ils mettaient en place ces politiques-là, nous, pendant ce temps, on avait d'autres préoccupations. On construisait la cité de la démocratie, on construisait le stade omnisport Omar Bongo, qui fait en sorte que 60 ans plus tard, au Maroc, lorsqu'on pense, on entend discuter de l'industrialisation du Gabon, eux, ils sont au niveau de l'industrie du gaming. Ça veut dire qu'ils sont en train de fabriquer des jeux vidéo. Ils sont en train aujourd'hui de fabriquer des pièces pour la constitution et la fabrication des moteurs d'avion. Ils sont dans l'aérospatial aujourd'hui. Suffisamment avancés sur le plan industriel. Ils sont suffisamment avancés sur le plan industriel. Donc, pour revenir à notre niveau, ici au Gabon, il faudrait que l'État, comme on a dit, l'État, qui est un instrument pour les Gabonais, il faudrait que l'État mette en place d'abord des infrastructures. Et là, c'était vraiment, pardon, Monsieur Patrice Assoumou, et là, c'était vraiment ma prochaine question. Vous avez pris l'exemple coréen, avec ce pays-là qui a su cibler les secteurs, le secteur automobile, des télécommunications, l'exemple marocain avec toutes ces avancées industrielles que vous venez de citer là. Et nous, en tant que Gabonais, ou lorsque l'État gabonais souhaite lui aussi calquer ces exemples-là en tenant compte de ces particularités, comment est-ce qu'il fait? C'est quoi le mode d'emploi? Alors, il faut premièrement que l'on mette en place un véritable plan de développement quinquennal qui va être basé sur l'industrialisation. Tiens. L'industrialisation doit être la locomotive de tout ce qu'on va faire après. L'économie verte, tout ce qu'on veut, mais tout doit converger vers l'industrialisation. Que va-t-on industrialiser? Qu'est-ce qu'on a comme avantage comparatif? On a aujourd'hui, on ne va pas revenir sur les matières premières, on en a discuté dernièrement.
on va aujourd'hui en fait, approfondir un peu le plan agriculture pour développer l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire ne représente que 7% du PIB du Gabon. Ce qui est suffisamment... Non, excusez-moi, pas 7%, c'est 2%. 2%. Et l'industrie, elle, représente 7%. Ce qui est suffisamment alarmant. Alors, il faudrait que l'on regarde ce qu'on a comme avantage comparatif. On a près de 5 millions de terres, 5 millions d'hectares de terres arables. Ensuite, on a une bonne pluviométrie. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a un bon positionnement géographique. On a les côtes. Et on a une main-d'œuvre disponible, bien que non étant abondante. À partir de ce moment, on peut développer une industrie agroalimentaire locale. Ce qui va même permettre, on va dire réellement, d'augmenter notre taux d'autosuffisance alimentaire. C'est vrai que les questions vont se poser, on a posé les questions sur la disponibilité de la main-d'œuvre, du fait qu'on ne peut pas se comparer, on n'atteindra jamais le niveau de production des pays comme le Cameroun. Le Cameroun, par exemple. Oui, et c'est là où rentre en fait en compte l'industrialisation. Parce qu'au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Mais ils produisent beaucoup par la main. La mécanisation des processus de production va permettre d'augmenter la production et de s'orienter non pas seulement sur le marché gabonais, le marché local, mais également sur le marché régional. Hier, les 2 derniers jours, l'intervention du ministre Meïs Missine, ministre de l'économie et des participations, disait également, il faisait bien le rappeler, que si nous ne sommes pas compétitifs ou si on n'arrive pas à atteindre des niveaux de production tels que ceux du Cameroun, mais on peut gagner également sur la qualité. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Vous allez voir, par exemple, on consomme du chocolat suisse, comme il prenait l'exemple. Ils sont pas nombreux. Sans publicité aucune. Sans publicité aucune, voilà. Mais c'est du produit de bonne qualité. Donc, on pourrait s'orienter vers l'agriculture, l'agroalimentaire, qui fera en sorte qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On dit que l'Afrique est un continent en pleine expansion. On a une population jeune. Et je crois que le taux de population, la croissance de la population, est de 2,7% par an. Donc, on a un marché qui croît. Donc, il y a un marché qui est là, qui est disponible. Et qu'on ne se focalise pas seulement sur le marché gabonais, mais sur le marché régional. En effet. Qui pourra faire en sorte qu'on va vendre partout, en Guinée équatoriale. On va vendre, pourquoi pas, soyons ambitieux, oui, au Cameroun. On va vendre en RDC, un peu partout en Afrique. On pourra vendre. Donc, hormis ce secteur-là, on est aujourd'hui en train de développer la production de fer, qui a commencé au niveau de la province de Logo-Ivindo. Ne tombons pas dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs qu'on a commises par le passé. Qui finalement vont reproduire les mêmes causes, résultats. Les mêmes conséquences. Oui, on produit du fer. Nous n'arrêtons pas la production du fer. Transformons-le. Ce n'est qu'en transformant qu'on arrivera à créer de la valeur ajoutée. Et là, je vais bien de prendre un exemple, comment est-ce qu'on arrive à créer la valeur ajoutée lorsqu'on a un produit transformé. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on va payer un jus d'orange. Imaginez un jus d'orange qui a été importé. On va dire le jus d'orange, il nous coûte 2000 francs. Dans les 2000 francs, on l'a produit à 1500 francs dans son pays d'origine. On va dire on l'a payé peut-être, je ne sais pas, allons-y au Brésil, 1500. 1000 francs, pas 1500, 1000 francs. En arrivant au Gabon, il a subi déjà minimum 500 francs de transport. Ajouté à ces 500 francs de transport, il va subir également 250 francs au niveau des taxes douanières et 250 francs au niveau des taxes fiscales. Donc, on a in fine la production de ce jus-là qui va nous revenir, le coût de revient sera de 2000. Si on avait produit sur place, on aurait supprimé les 500 du transport, on aurait supprimé les 250 des taxes douanières, donc on aurait, on va dire, à tout casser, un jus qui serait revenu à 1250. Elle en voit clairement le cheminement des produits qui finalement explique la hausse des prix que l'on subit. Exactement. L'inflation que l'on subit. Exactement. Alors que si on avait produit localement, on n'aurait pas eu cette inflation-là. Et vous voyez, lorsqu'on produit localement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez payer les 2000 francs, 1000 francs vont repartir dans le pays de production. Alors que si on avait produit sur place, ben les 1000 francs seraient restés au Gabon ici. Et on aurait fait quoi? On aurait réinvesti ces 1000 francs-là en augmentant les capacités de production de l'entreprise qui aurait produit ce jus d'orange-là. Et chaque fois qu'on augmente les capacités de production, forcément, on crée de l'emploi. Patrice, à ce moment, j'ai été interpellée par le mot mécanisation, qui tout de suite est lié à la transformation, qui tout de suite est lié à l'industrialisation. Vous avez pris l'exemple du Cameroun. En termes de main-d'œuvre, ce n'est pas la même chose quand on parle du Gabon. Et là, vous dites, c'est là que rentre en jeu la mécanisation. Mais cette mécanisation-là, qui est le patron ou le point central même de l'industrialisation,
qui l'apporte? C'est l'État qui apporte la mécanisation? C'est le secteur privé? Ce sont des partenaires? Parce que c'est justement la mécanisation qui fait asseoir l'industrialisation du pays, finalement. Exactement, c'est les deux. C'est l'État, d'une part, et c'est également les entrepreneurs, les investisseurs. L'État, dans la mesure où rien n'empêche l'État d'investir aujourd'hui. Il faut qu'on définisse et qu'on identifie les secteurs sensibles, les secteurs prioritaires. L'agroalimentaire est un secteur prioritaire. Ça, vous le savez, il suffit qu'on entre en conflit avec le Cameroun, il n'y a pas besoin de nous envoyer des missiles ou ainsi de suite. Le missile, ce sera écouté, c'est la banane. Et après, on est foutu. Donc, rien n'empêche l'État aujourd'hui de créer des entreprises dans le secteur agroalimentaire, qui est un secteur sensible, on va dire. Sensible, de toutes les façons, tant qu'il y a des bouches, il y a des personnes, il y aura toujours à manger. Et il y aura toujours de quoi vendre. Donc, l'État peut investir. Mais les investisseurs, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le rôle de l'État, en fait, ce n'est pas d'investir. De façon directe. Donc, les investisseurs, qui vont faire quoi? L'État crée, et ça c'est vraiment la petite parenthèse, parce que quand vous dites que le rôle de l'État n'est pas d'investir, peut-être que le téléspectateur il ne comprend pas, l'État crée, vous nous disiez la dernière fois, un environnement favorable qui encourage l'investissement. Exactement. D'accord, très bien. Cet investisseur viendrait au Gabon, et qu'est-ce qu'il va importer? Des biens d'équipement, des biens de production. Et lorsqu'il a ces biens de production, ces biens d'équipement, ces biens de production, pardon, le rôle de l'État est de mettre en place justement un cadre pour que le bien de production que l'investisseur a mené puisse servir pour ce à quoi il a été acheté de façon optimale. Alors, il faut que les investisseurs privés puissent s'installer dans des zones où elles veulent réaliser leur production à des faibles coûts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investisseur, son objectif, c'est de réaliser du gain. C'est tout, profit. Alors, vous imaginez qu'un investisseur viendrait à Libreville, il voudrait s'installer simplement à Libreville. Il faut que l'investisseur soit beaucoup plus proche des sources des matières premières. C'est ce qui permet de supprimer les charges logistiques, donc les charges de transport. On va dire qu'on va, peut-être dans le Wollontem par exemple le Wollontem ou le Togoué, la Nyanga, ainsi de suite, il faudrait que lorsqu'il va s'installer quelque part avec ses équipements de production, avec ses machines-là tournent à quoi? Avec l'énergie. Il faudrait que l'État permette à ces investisseurs-là d'accéder à l'énergie électrique, l'électricité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On remarque que le Gabon n'est pas tellement bien drainé en électricité, qui fait en sorte que les entreprises qui sont installées lors de Libreville ou dans les périphéries sont obligées de recourir au gasoil, au fioul, qui coûte beaucoup plus cher, 2 fois plus cher que l'électricité. Donc là, le rôle de l'État va rentrer en jeu dans la mécanisation, pour que l'État donc puisse créer, diversifier un réseau d'électrification pour que ces entreprises-là puissent accéder à l'énergie à des moindres coûts où elles sont installées. Non seulement ça, l'État doit également mettre en place, des infrastructures de base. Là, on vient parler d'électricité. Permettre également à ces entreprises, puisqu'on parle d'énergie, d'avoir recours à un mix énergétique. Ça veut dire que le jour où on n'a pas d'électricité, il va falloir, en fait, vous devrez avoir la possibilité de recourir à d'autres formes d'énergie. Le fioul, qui n'est pas très recommandé à cause du coût. Le fioul et l'énergie solaire. Donc, hormis cela, l'État va mettre en place les infrastructures de route, donc les infrastructures routières, construire des routes, parce qu'il ne suffit pas de produire, mais il faut également pouvoir évacuer la production. Il faut également, quand on parle d'évacuer, c'est déjà d'amener de l'endroit de la production où ça a été produit au port d'acheminement. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui notre port, oui, les capacités du port, il faut les agrandir. Ce n'est pas un port en eau profonde. Et c'est un port qui date de je ne sais plus combien d'années, mais aujourd'hui, il faut avoir un port compétitif pour avoir des navires de dernière génération, pour donner la possibilité à des navires de dernière génération de pouvoir accoster et de pouvoir embarquer, évacuer des grandes capacités de production. Donc l'industrialisation ou l'industrie locale pourrait permettre de baisser le coût de la vie, entre autres, d'accentuer ou d'accélérer la croissance économique. Et là, il y a des téléspectateurs souvent qui se demandent, mais oui, il y a quand même des entrepreneurs, on a quand même de la production locale, pourquoi nos produits locaux coûtent plus cher que ce qui parfois revient de l'extérieur? Est-ce que c'est à ce moment-là que l'on comprend la nécessité de véritablement asseoir un développement intégré, c'est-à-dire un développement qui tiendrait ou qui prendrait en compte l'énergie, comme vous avez dit, pour aider les entrepreneurs, en même temps créer des infrastructures pour qu'ils acheminent les besoins? Comment est-ce qu'on explique que ces quelques entrepreneurs qui existent, ils essayent, ils se battent comme ils peuvent pour produire localement, nous servent ou nous vendent des produits qui, au final, coûtent très cher et on est encore parfois obligé
d'aller consommer ce qui revient d'ailleurs, qui parfois n'est pas de très bon goût, admettons-le. Qu'est-ce qui explique finalement la cherté de ces produits? Il faut bien le souligner, de parler de la production locale. Déjà pour dire que ce qui est dommage, c'est que la proportion des producteurs locaux par rapport à la production, enfin par rapport à tous les biens qu'on retrouve sur le marché est très faible. Et c'est le rôle, je vous vraiment de l'État, de tout mettre en place pour pouvoir émerger, on va dire, des investisseurs locaux avec des capitaux gabonais. Vraiment voir cette classe-là d'investisseurs avec des capitaux gabonais émerger pour qu'on puisse avoir des champions locaux. Alors, il faut comprendre qu'un produit, lorsqu'on le met sur le marché, résulte le prix. Vous avez le prix de production, et après derrière, vous avez les différentes taxes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez bien fait de le souligner. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que les prix des produits fabriqués en local coûtent cher. C'est parce qu'on n'a pas encore atteint un niveau d'inclusion. Le développement n'est pas encore inclusif, la croissance n'est pas inclusive. Pourquoi? Parce que la majorité des entrants dans la production, on les importe. Et tant que ça vient de l'extérieur, on a les coûts de production qui vont augmenter de façon systématique. En prenant l'exemple, on va produire du yaourt. Pour produire du yaourt, à part des produits basiques qu'on va retrouver ici sur le marché local, mais le reste des produits tels que les emballages, ainsi de suite, seront importés. Mais in fine, quand on vend, les coûts de production étant élevés, le prix de revient également sera élevé. Donc c'est une conséquence en fait du fait que l'on importe quasiment la totalité des intrants qui rentrent dans la production de nos produits. Mais ce que vous dites nous décourage un tout petit peu quand même, Monsieur Patrice Assoumou. On a la zone économique spéciale de Nkok qui a été créée, qui a soulevé de nombreuses ou qui a révélé de nombreuses ambitions. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement ce qu'on a fait depuis là, puisque vous nous parlez d'un manque de réelle volonté politique, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce qu'on a fait depuis là ne porte pas de fruits? Donc la zone industrielle de Nkok, ce n'est pas déjà un bon début. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que cette zone finalement puisse atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés dès le départ? La zone économique de Nkok, c'est très bien, c'est une introduction à l'industrialisation. Elle n'a pas atteint le niveau de performance qu'on attendait. Je vous prends un exemple simple. Là-bas, on y trouve près de 150 entreprises, à peu près, actives. Alors, lorsqu'on inaugure une zone industrielle, quelque part à Abidjan, je vous donne le nom de la zone industrielle, juste à l'inauguration, elle comptait près de 250 entreprises. On a fait la zone économique de Nkok, aujourd'hui, une zone qui est spécialisée dans la production du bois. Initialement, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça initialement aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui. Il fallait une zone avec des produits diversifiés. Donc, c'est très bien. Et d'ailleurs, j'en reviens pour dire, la volonté de l'État, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sans des décisions audacieuses et ambitieuses, telles que celles qu'on avait peut-être qu'à l'addition d'interdiction des grumes. Au départ, tout le monde disait non, mais tout le monde criait, mais ce n'est pas possible, comme les entreprises vont faire, elles vont mourir. Aujourd'hui encore, comme je disais, il n'y a que les entreprises qui produisent le bois. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Imaginez que les cahiers, on importe encore des cahiers, alors que pour faire du papier, c'est un dérivé du bois. Alors, on peut avoir des industries qui font du bois, qui font du papier, de la colle, la papeterie, d'accord? Et à part ça, on a également des industries qu'on pourrait développer. On a l'EVA. On sait qu'en Nkok, ils consomment beaucoup de pneus parce que la chaîne logistique veut qu'on puisse s'approvisionner. Ils ont des groumiers, ils ont des différents véhicules, des véhicules légers qui ont tout le temps dans la forêt, dans la brousse. Donc, on peut, avec l'EVA, faire comme la Malaisie, développer une industrie de caoutchouc qui va jusqu'à fabriquer des pneus. Bon, allons-y plus loin. On sait qu'on importe beaucoup les véhicules, les grumiers, ainsi de suite, les grumiers. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place ici une usine d'assemblage? On met en place une usine d'assemblage qui serait économique. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites venir un grumier en pièces détachées, je prends un exemple. Un grumier va il va vous consommer, allez, on va dire, c'est un exemple, 40 mètres cubes. Un grumier, 40 mètres cubes, dans un bateau. Si on le fait venir en pièces détachées, il prendrait moins de 40 mètres cubes. Il prendrait peut-être 20 mètres cubes. Ça donne la possibilité donc à un autre grumier, à un deuxième grumier de venir. Ça veut dire qu'on gagnerait même dans la chaîne logistique à réduire les coûts et faire de la zone économique d'Nkok, écoutez, un centre au niveau sous-régional où l'on procéderait à l'assemblage des équipements pour la production des grumiers. C'est possible. C'est ce qu'a fait le Maroc au début. Le Maroc, ils ont fait ça au début avec une marque française qui a fait en sorte qu'ils ont acquis une expertise en le faisant. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, ils ont un véhicule fabriqué 100% made in Morocco.
Merci beaucoup, monsieur Patrice Assoumou. Je rappelle que vous êtes ingénieur financier, expert en restructuration d'entreprise. Nous allons revenir encore. Il y aura un acte 3. Je vous l'annonce, de cette thématique oh que intéressante. On parle de l'industrie locale au Gabon, qui est d'un enjeu capital aujourd'hui, surtout à l'ère du CTRI. Le pays se bat pour trouver des solutions, pour soulever un nouveau mode de développement du Gabon. Et là, on a besoin des idées d'experts et de personnes véritablement assises dans leur domaine, tels que vous. Alors, nous n'allons pas hésiter d'exploiter votre savoir. Donc, nous mettons une pause à cette émission. On ne va pas la conclure comme si c'était la fin de cette thématique. Nous allons la poursuivre avec d'autres spécificités. Donc, on se dit à très bientôt, monsieur Patrice Assoumou, et merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Et merci à vous également. Restez sur les antennes de Gabon 24. Comme je l'ai dit tantôt, on se donne rendez-vous pour l'acte 3 de notre thématique. En attendant, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.